Bonsoir à vous tous. Merci d'être en notre compagnie. Voici le programme du soir sur New World Info ce mercredi. Dans le décryptage de l'actualité, nous évoquons l'affaire des biens mal acquis. Théodorin Obiang qui n'est pas d'accord avec sa condamnation. Nous en parlons avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Théodorin Obiang, vice-président et fils du président équato-guinéen Théodoro Obiang Nguema Bazogo, va former un pouvoir en cassation contre sa condamnation prononcée lundi par la Cour d'appel de Paris dans l'affaire de biens mal acquis. C'est ce qu'on a appris auprès de son avocat Emmanuel Marcigny. Théodorin Obiang, 50 ans, a été reconnu coupable de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable. Les juges ont estimé les sommes blanchies à 160 millions d'euros selon donc un communiqué de la Cour d'appel mardi. Théodorin est reconnu coupable de blanchiment de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance, entre autres. Mamadou Diouf, l'affaire Obiang apparaît une affaire simple, mais dans le fond, il y a une sorte de complexité. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à Théodorin? En fait, ce qui est reproché par la justice française, c'est le fait qu'en tant que fils d'un président, il a abusé des biens de la Guinée équatoriale en particulier. Et ce qui concerne la France en particulier, c'est le blanchiment. C'est pourquoi tous les griefs commencent par blanchiment. Blanchiment de détournement de biens publics, blanchiment d'abus de confiance. Tout est blanchiment parce que c'est de l'argent qu'on considère qu'il a pris au niveau de la Guinée équatoriale sans pour autant que ça soit son argent à lui. Et c'est cet argent qu'on est venu blanchir en France à travers des maisons, à travers des véhicules, à travers un ensemble d'éléments pour que cet argent, au départ sale, puisse rentrer dans le circuit normal. Et c'est sur ça que s'est fondé deux ONG, Sherpa en particulier et Transparency International, pour le poursuivre, tout comme ils sont en train de poursuivre également d'autres personnes. Mais pour lui, le procès est là et comme vous l'avez dit, sur ces détournements, quand on dit 160 millions d'euros, les gens ne voient pas ce que l'on dit. 160 millions d'euros, ça dépasse un peu 100 milliards de francs CFA. Et ça, en biens, etc., entre les mains de quelqu'un qu'on ne connaît pas comme étant capitaine d'industrie, on ne lui connaît rien de particulier, si ce n'est d'être le fils du président de la Guinée équatoriale. Mais concrètement, quel tort Théodorin a fait à la France, ce faisant? En fait, on est dans un monde qui évolue. Et il y a un travail formidable qui a été fait par les organisations des droits de l'homme en particulier sur cette question de compétence universelle sur le plan juridique. C'est comme ça que quelqu'un comme Hissène Habré a été jugé au Sénégal. Le Sénégal n'a jamais voulu le juger. Il y a séjourné tranquillement. Mais compétence universelle, on a dit au Sénégal juge. Si le Sénégal ne veut pas, la Belgique va juger. Et les ONG ont joué sur ça en venant porter plainte en France parce que une bonne partie de ces biens se trouvaient en France. Ce n'est pas en France seulement qu'il a des biens, mais une bonne partie de ces biens se trouvaient en France et on pouvait porter plainte en France avec cette compétence universelle, avec ce délit également de détournement de deniers publics qu'on est en train de vouloir transformer en un délit international pour pouvoir, quand quelqu'un détourne l'argent, le poursuivre même quand il n'est pas dans son propre pays. Ou bien également, il y a quelqu'un qui fréquentait Théodoro plutôt, qui fréquentait régulièrement la France. Donc il y a tous ces éléments que les organisations des droits de l'homme avaient pris en compte pour pouvoir le faire juger et le faire condamner au niveau de la France. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont gagné, puisque depuis le début du procès, c'est à eux qu'on a donné raison, plutôt qu'au fils du président équato-guinéen, même s'il vient d'interjeter appel à nouveau par rapport à la dernière condamnation. Est-ce que ça veut dire en français facile, on reproche à Théodorin d'avoir acheté des choses trop chères en France? Ah non, c'est plus grave que ça. On peut acheter des choses chères quand on a les moyens. Quand vous allez en France, il y a des gens qui ont acheté des choses, qui ont des biens, et personne ne le reproche, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers. Ici, le problème, c'est pourquoi on parle de blanchiment. C'est-à-dire, sur le territoire français, puisqu'on a blanchi, c'est comme si c'est quelqu'un qui a des moyens et qui a acheté. Maintenant, est-ce qu'il a les moyens? Quand vous allez en France, quand vous allez à l'avenue Foch, même le jeu de Monopoly, pour ceux qui connaissent ce jeu, même dans le jeu de Monopoly,
acheter une maison à Avenue Foch coûte extrêmement cher. C'est très connu que même les Français eux-mêmes ne pensent même pas à l'Avenue Foch pour avoir une chambre là-bas. Allez voir les ministres français, les anciens présidents. Je me demande s'il y en a quelqu'un qui habite là-bas. Lui, il vient, il s'installe dans un hôtel particulier où, tenez-vous bien, il y a 101 chambres. En plus de 101 chambres, il y a même une discothèque à l'intérieur. Ben, on se pose la question, avec quel argent, avec quel bien il a pu acheter cela. Ce n'est pas la richesse du bâtiment qui pose problème. Ce n'est pas l'acquisition du bâtiment qui pose problème, mais d'où viennent les fonds qui ont permis d'acquérir cela. Et c'est ça qui a amené les gens à intenter cette procédure, et les enquêtes montrent de plus en plus que c'est de l'argent public qui a été utilisé, c'est des abus de biens sociaux, etc. Et c'est pourquoi tout le procès parle de blanchiment, blanchiment, blanchiment. Parce que quand on dit blanchiment, les gens pensent à la drogue seulement. Le blanchiment, c'est de prendre de l'argent qui a été acquis de façon illégale et de vouloir le mettre dans le circuit légal, quelle que soit la façon dont on l'a acquise de façon illégale. Mais le problème, c'est qu'on a 2 ONG internationales qui portent plainte au niveau de la France pour une affaire dont la Guinée équatoriale est en fait celle qui a subi le tort. On aurait peut-être mieux compris si c'était un équato-guinéen qui était porteur de la plainte. Oui, il n'aurait pas pu faire tout ce que Transparency et Sherpa ont fait. Parce qu'aujourd'hui, Sherpa est pratiquement une ONG qui s'est spécialisée dans cette chasse aux biens mal acquis que les gens sont allés caser dans les pays européens et autres paradis fiscaux. Transparency, on les connaît déjà sur la dénonciation de la corruption, sur la dénonciation également de ces détournements. Et aujourd'hui, ils considèrent que dénoncer tout simplement, surtout dans des pays où l'argent a été détourné, ne sert absolument à rien. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de compétences internationales. Il faut faire en sorte que le délit ne soit pas un délit qu'on règle seulement dans le pays concerné, mais qu'on puisse faire en sorte qu'à l'échelle internationale, quand il y a des preuves, qu'on puisse poursuivre ces gens pour détournement, parce que derrière le détournement, on considère que s'il n'y a pas de l'alcool dans les hôpitaux, c'est à cause du détournement. S'il y a des problèmes dans les écoles, c'est à cause du détournement. S'il y a telle infrastructure qui n'existe pas, c'est à cause du détournement. Donc on ne le regarde pas seulement comme un délit à amener en justice, mais comme une sorte de crime. Parce que plusieurs personnes ont été privées de plusieurs choses, tout simplement pour faire le plaisir d'une seule et même personne. Ici, le cas que je donnais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il fait avec un bâtiment de 101 chambres? Il va occuper toutes les chambres? Certainement, il ne connaît même pas toutes les chambres de ce bâtiment. Et c'était le cas le plus évident, de sorte que même dans sa défense, on a voulu dire que ce n'est pas pour lui, c'est pour la Guinée équatoriale. C'est plutôt un bâtiment diplomatique. Les Français même n'avaient pas le droit de rentrer dedans. Mais depuis quand on met des discothèques dans des bâtiments diplomatiques? Depuis quand dans les bâtiments diplomatiques, les robinets ont été faits avec de l'or, du marbre un peu partout? Bon, ils ont essayé de trouver une raison. C'est pourquoi même il a saisi la Cour internationale de justice pour que la confiscation des biens qu'il risque, que cet hôtel particulier n'en fait pas partie, mais il y a très peu de chances pour qu'il puisse gagner. Alors, la défense, on s'imagine très bien, est en train de contester cette condamnation. Et elle estime que la condamnation repose sur une construction juridique qui applique le droit français à ce qui s'est passé à l'étranger. Ah non, faut pas qu'on parle de droit français. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de compétences universelles. Je reviens sur l'exemple d'Abré. Quand le Sénégal jugeait le président Abré était jugé au Sénégal, alors qu'il est tchadien. Il est poursuivi surtout par des Tchadiens et par des ONG également, parce que lui, il y avait également des ONG qui le poursuivaient, en particulier des ONG belges. Donc, ce n'est pas parce que ça se passe au Sénégal que c'est les lois du Sénégal qui sont appliquées. Tout récemment, quand il disait qu'il était malade et qu'on voulait le libérer, que des gens avaient fait des démarches, les ONG avaient saisi l'État sénégalais en lui disant « Attention, il est chez vous, il est emprisonné chez vous, mais ce n'est pas un prisonnier du Sénégal. Ce n'est pas à vous de décider de sa libération ou pas. » Donc ici, on n'est plus dans Guinée équatoriale. Il est de la Guinée équatoriale. L'argent détourné provient de la Guinée équatoriale. Quand il faut juger, c'est les populations de Guinée équatoriale qui doivent porter plainte, ou bien c'est les lois de la Guinée équatoriale qu'on doit lui appliquer. Quand on parle de compétences internationales, on sort complètement de ce cadre-là. Les avocats le font exprès, puisque
En droit, c'est toujours comme ça. C'est une façon de dire aux gens pourquoi vous voulez le juger. Chez lui aussi, il y a un tribunal. Pourquoi on ne va pas le juger chez lui? Pourquoi vous le poursuivez en parlant de détournement alors que chez lui, il n'est pas poursuivi pour détournement? Ça, c'est des avocats qui essayent tout simplement de distraire les gens. Mais avec la compétence aujourd'hui et le travail formidable qui a été fait par ces ONG des droits de l'homme, que tous ceux qui détournent de l'argent aujourd'hui comprennent qu'à tout moment, ils vont pouvoir être poursuivis dans n'importe quel pays. Alors, il y a le fait également que Théodorin a porté, enfin, s'est pourvu en cassation. C'est pour gagner du temps ou il espère un retournement de situation? Je me demande qu'est-ce qu'il cherche. Parce que c'est au début que le procès a été difficile. Puisque le débat dont on parlait tout à l'heure, c'était ça, la bataille de procédure. Est-ce que ça regarde la France? Pourquoi la France? Pourquoi en France? Les avocats ont retourné la chose dans tous les sens. Mais difficilement, avec la compétence universelle, ils ont pu réussir. Aujourd'hui, ce serait surprenant que Théodorin condamné accepte facilement et puis dise je suis coupable. Il va faire ce que l'on fait d'habitude dans ce genre de situation, mener jusqu'au bout toutes les procédures possibles. Certainement même, il va saisir la Cour européenne, il va aller autant qu'il peut sur le plan juridique. Effectivement, ça permet, tant qu'on est en train de faire le procès, il n'est pas encore totalement condamné. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui évite la France. Alors que tout le monde sait que c'est quelqu'un qui fréquentait particulièrement la France. On l'a vu aller actuellement vers l'Amérique latine, où il y a eu également un scandale. Il est descendu avec son jet privé, avec des valises remplies de devises, d'or, de montres de luxe, etc. Il a eu des problèmes là-bas également. Et les problèmes sont proches de ce qu'on lui reproche en France, de sorte que certainement aujourd'hui, il doit être en train de se mettre dans son coin en se demandant ça sera quoi son avenir. Et puis il y a la clé, c'est ce risque de voir tous ces biens être confisqués, mais au profit de qui? Là, il y a toute une discussion parce que les Sherpas et Transparency International qui ont initié l'initiative sont très clairs. Ils sont pour la restitution des biens. Pire même, ils disent qu'il faut ne pas remettre les biens à l'État. Il faut transformer ces biens en des projets pour en faire profiter les populations. Puisque pour eux, les biens ont été détournés. Si tu les renvoies là où on les avait détournés, on va les détourner à nouveau. Ils considèrent que c'est des biens qui appartiennent aux populations. Il faut trouver un mécanisme qui permette une restitution des biens plutôt aux populations qu'à des officiels qui risquent encore de détourner ces mêmes biens. Donc c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. La confiscation de certains biens, il n'y a pas de souci aujourd'hui. La condamnation est là. C'est son hôtel particulier qui, pour le moment, n'a pas encore été confisqué parce qu'il a saisi la Cour de justice internationale. Merci Mamadou Diouf d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et nous allons observer la pause et après on reçoit l'invité de ce jour.